Pour la première fois, la ligne se courbe. Il n'y a plus de permanence dans la forme. Rappelez-vous le classicisme. La vérité, c'est la beauté, ou la beauté est la vérité. La beauté est rectiligne, elle est le vrai. Le langage ne peut renvoyer qu'à quelque chose de l'ordre du consensus, quelque chose qui a un sens commun. Un sens commun, c'est-à-dire qu'il est une entité fixe, donc il a du sens. Baudelaire nous introduit dans le modernisme lorsque la figure parfaite se déforme. La nature du postmodernisme, l'esthétique de la déformation, de la défiguration, la ligne du classicisme qui ne se courbe jamais face à la ligne postmoderne dans laquelle la courbure est l'esthétique de la rupture. La beauté est une vérité relative. La beauté n'est pas le rectiligne ni le vrai. La beauté, c'est la courbure et toutes les formes qu'elle prend. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à réviser le cours pour le partiel de mercredi. De quoi? Quel partiel? Bonjour. Ok. Putain, mais t'es qui? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Bah, en fait... Comment t'es rentré? Mais... Et en plus, t'as rangé? C'est-à-dire que... T'as mis des posters sur les murs? Mais tu te prends pour qui? Mais réponds! Casse-toi. Et pour la peine, bah, je garde les posters. J.R.R. Martin. Tu connais Game of Thrones? Ouais, pourquoi? T'as vu la saison 6? Et alors, t'as aimé? Ah, Bah, pourquoi? Non, pour rien. Bah, vas-y, explique. Bah, c'est-à-dire que, je sais pas si t'as remarqué, mais la saison 6... Ouais, mais non, tu m'as dit de me barrer, vaut mieux que j'y aille en fait. A plus! Non mais vas-y, explique. Laisse-moi partir! Oh, tu m'as dit de me casser, moi je me casse, ok? Écoute mon gars, tu partiras pas tant que tu m'auras pas expliqué, d'accord? Mais y'a rien à expliquer, mais... Arrête! Mais t'es folle! Arrête de me laisser expliquer. Tu te calmes. Ok, donc j'explique. Oui. Qu'est-ce que le fanservice? Le fanservice pourrait se définir comme un mode de production. Pourquoi tu parles à ma cuisine? Mais je parle pas vraiment à la cuisine. Si, là, ok, on dirait que je parle à la cuisine, mais en vrai, c'est pas vrai. Il y a une caméra, on la voit pas. Je parle pas à la cuisine, c'est plus compliqué. Ok.
Le fanservice est un mode de production ou de création cherchant à attiser le désir des fans, à leur donner ce qu'ils veulent ou ce qu'ils attendent. Cette technique va alors consister à se demander qu'est-ce que tel ou tel spectateur aimerait voir à l'écran et à lui montrer dans le simple but de combler ses désirs. L'appellation fanservice était au départ utilisée dans le monde de l'animation japonaise, mais est aujourd'hui applicable à tous les médias. Pour illustrer la notion de fanservice avec une citation, prenons cet auteur extrêmement intéressant mais aussi vachement chiant qui est Roland Barthes. Bah, d'où tu sors ce livre? La magie du montage. L'idée de paiement est essentielle au catch, et le fait de souffrir de la foule signifie avant tout un fait le payer. Les catcheurs savent très bien flatter le pouvoir d'indignation du public. Plus l'action du salaud est basse, plus le coup qui lui est justement rendu met le public en joie. Si le traître se réfugie dans les cordes, il est impitoyablement rattrapé, et la foule jubile à voir la règle violée au profit d'un châtiment mérité. Le fanservice, dans sa définition la plus large, c'est avant tout ça. Lorsqu'un personnage agit mal et qu'il va commettre des mauvaises actions et qu'il va être puni, outre la dimension morale que cela va apporter, cela va flatter notre désir de le voir subir les conséquences de ses actes. Face à cette définition, vous vous direz peut-être, bah, le fanservice ça a pas l'air si mal, ça a l'air plutôt sympa, hein. Bah, ça a pas l'air si mal, ça a l'air plutôt sympa, hein. Mais la pratique du fanservice ne se limite pas à une simple répétition de codes éthiques, culturels et moraux. Les pratiques que l'on reconnaît comme étant du fanservice sont nombreuses et vastes et peuvent aller de la référence obscure que seuls les initiés de la première heure vont comprendre à l'hypersexualisation d'un personnage féminin. Qu'est-ce que j'ai chaud, putain! On touche alors à l'un des premiers paradoxes du fanservice, car les fans ne représentent pas une sorte de grosse masse compacte, mais plutôt plusieurs catégories diverses. Ce que certains vont aimer et apprécier, d'autres vont le détester, et ce que d'autres vont détester et d'autres vont l'apprécier. Faire du fanservice, c'est alors privilégier une certaine catégorie de fans qui va apprécier ce qu'on leur montre quand les autres vont totalement le détester. Un autre paradoxe réside dans le fait que lorsque le fanservice est trop gros, les spectateurs auxquels il s'adresse vont reconnaître ce qu'ils voient comme étant du fanservice et vont comprendre qu'on leur montre exclusivement ce qu'ils veulent voir pour qu'ils aiment. Ils vont alors se sentir manipulés et trahis et détester cette pratique. Du coup, à vouloir faire quelque chose que les gens vont aimer, on en revient à faire quelque chose que les gens n'aiment pas parce que c'est beaucoup trop visible, que c'est fait pour qu'ils aiment. C'est un peu comme si vous commandiez quelque chose à Noël et quand vous le receviez, vous faisiez la gueule parce que c'est ce que vous vouliez. Mais c'est pas vraiment ça, là j'exagère volontairement pour que ce soit drôle. C'est pas drôle. Mais c'est pas vraiment ça. Là où le fanservice va vraiment être dénoncé et détesté, c'est quand il va prendre une place beaucoup trop importante dans l'œuvre. Les éléments de fanservice sont la plupart du temps superflus et inutiles. Lorsqu'ils vont prendre une place trop importante, qu'ils vont dénoter avec le reste de l'œuvre ou qu'ils vont venir obscurcir certains éléments, ils vont être détestés. Si vous prenez par exemple un personnage féminin qui avait un rôle fort et une place importante dans l'œuvre et que vous le transformez en personnage sexuel parce que certains fans veulent l'avoir à poil, c'est sûr que ça va dénoter avec le reste de l'œuvre et que ça va pas plaire à tout le monde. Et c'est normal, parce que c'est pas bien. A l'inverse, le bon fanservice va utiliser des éléments qui sont pertinents avec la cohérence générale de l'œuvre. Par exemple, dans le cas d'un film porno, dans le cas d'une comédie romantique, pardon, le fait qu'à la fin les personnages finissent ensemble et heureux est certes du fanservice, mais qui est cohérent avec le reste de l'œuvre puisque c'est une comédie romantique. Par contre, à l'inverse, ça vous semblerait complètement con de mettre dans une comédie romantique des explosions juste pour le fait de contenter les fans de blockbuster qui vont aller regarder cette comédie romantique. Du coup, le bon fanservice va venir renforcer la cohérence de l'œuvre. Il va certes donner au public ce qu'il attend, mais c'est légitime dans l'œuvre dans laquelle il s'insère. Du coup, la cohérence c'est poussé jusqu'au bout. On n'a pas quelque chose qui va venir dénaturer l'histoire de base, mais qui va venir la renforcer. Et c'est ça qui est le bon fanservice. Le fanservice, c'est par exemple faire revenir un personnage parce qu'il est aimé par les fans, alors qu'il était mort dans la saison précédente. Mort assassiné. Atteinte de décès. Ou encore faire s'affronter deux personnages iconiques de la série, dont un qui est très méchant et l'autre qui est très gentil. Qui a été atteint de décès aux dernières nouvelles. Ou faire enfin se rencontrer des personnages iconiques, ou mettre des dragons, ou du feu, ou des grosses batailles, ou des filles qui partent à Westeros, ou alors des... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'essaie de faire une transition. Donc Game of Thrones, traduit en français par Le Trône de Fer, est à la base une série de romans heroic fantasy, A Song of Ice and Fire, écrit par George Raymond Richard Martin, un auteur qui certes ressemble énormément à Captain Igloo, Hello les amis, je suis le Capitaine Igloo. mais qui est aussi un auteur reconnu et apprécié dans le domaine de l'heroic fantasy, ayant reçu de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière. Son travail étant notamment affectionné par le fait qu'il intègre dans ses œuvres une réelle dimension sociale, réaliste et plausible, ne s'imitant pas à une simple opposition entre le bien et le mal. Il vit aujourd'hui à Santa Fe dans le Nouveau-Mexique où il est l'heureux propriétaire d'un cinéma. Le premier tome paraît en 1996 sous le nom A Game of Thrones, et en 2010, 4 romans plus tard, HBO, la société de production américaine, débute la production de la saison 1. Après négociation avec George Martin, c'est David Benioff qui avait acheté les droits d'adaptation du premier livre et qui deviendra plus tard le showrunner de la série avec D.B. Weiss. A noter que George Martin avait déjà été contacté par plusieurs autres sociétés de production qui souhaitent adapter ses livres en film, ce qui d'après lui était impossible en raison de la longueur des bouquins et des nombreuses scènes de sexe et de violence qui allaient devoir être coupées pour que le film soit rated PG-13. Il leur répondit donc cette phrase pleine de sagesse et de philosophie: Fuck that. Rapidement, la série remporte un grand succès auprès des téléspectateurs, devenant la série la plus téléchargée au monde et s'ayant remporté le plus d'Emmy Awards, s'imposant comme une des séries, voire la série majeure du 21e siècle, et fédérant autour d'elle une grande masse de fans.
Ok, donc pour résumer rapidement l'histoire de Game of Thrones, en fait ça parle de la famille des Stark, les Stark qui sont les seigneurs dans le nord, dont le père des Stark est le seigneur officiel du nord. Parce que oui, en fait c'est divisé en plusieurs parties, mais il y a d'un côté le sud dans lequel il fait chaud, et de l'autre côté le nord dans lequel il fait super froid. Enfin bref, Ned Stark qui a plusieurs fils, dont un qui est un bâtard, mais bon ça on s'en fout, il est super pote avec Robert Baratheon qui est lui le roi de tout le royaume en entier, enfin les 7 couronnes qui sont divisées en plusieurs royaumes, enfin c'est un peu compliqué. Mais bon, Robert Baratheon, et ben en fait il est roi parce qu'il a assassiné, enfin lui c'est pas vraiment lui, c'est Jaime Lannister de la maison Lannister qui est une des autres grandes maisons. Enfin bref, lui ben il a assassiné le roi Targaryen précédent, qui en fait sa fille, elle est partie au sud avec le Dothraki. Oh putain, démerdez-vous. Mais tout ça, on s'en fout, parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est principalement la saison 6, donc attention, spoiler. Ramsay Bolton meurt. Alors, pourquoi la 6ème saison? Principalement parce que cette dernière est la première à ne pas être basée sur les livres, la série ayant rattrapé les romans. Et bien que George Martin soit toujours là pour superviser la réalisation de la série et qu'il ait raconté la fin de l'histoire aux showrunners, il n'en reste pas moins qu'il n'y a plus de base solide à laquelle se référer. Les showrunners vont donc être obligés de se rattacher à quelque chose d'autre que les romans pour réaliser la série. La seconde raison est qu'avec la saison 6, la série commence à dater. Certains codes et motifs récurrents propres à la série vont donc être connus et assimilés par le public. Il va donc y avoir une certaine attente autour de la saison 6. Et comme juste coutume de le dire il n'y a pas si longtemps, genre il y a 30 secondes, Game of Thrones est une série qui rassemble un grand nombre de fans et qui va donc être extrêmement médiatisée sur les réseaux sociaux, là où les fans s'amusent notamment à faire des théories. D'ailleurs, petite anecdote sympa mais que tout le monde s'en fout. Je me fous déjà. Les fans de Game of Thrones doivent principalement se rabattre sur la pratique de la fan théorie puisque George Martin désapprouve toutes sortes de fanfiction. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fanfiction, me demanderez-vous? Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'une fanfiction? Une fanfiction est une œuvre de fiction reprenant des personnages et un univers déjà créé par un auteur. Ces fictions sont généralement écrites par des fans afin d'explorer plus profondément un univers qu'ils aiment ou en modifier certaines parties, d'où le nom fanfiction. Toutes les formes de création peuvent être sujettes à des fanfictions, des livres aux films, en passant par les vidéos YouTube, les hommes politiques ou encore les présentateurs d'M6. Donc la saison 6 de Game of Thrones. Oh putain, mais lui aussi? Bon, vu qu'apparemment ni Kit Harington ni Tom Cruise ne veulent mourir et qu'il faut expliquer un petit peu à ceux qui ne connaissent pas, Jon Snow s'était fait assassiner par ses frères de la garde de nuit dans la saison précédente. Parce que comme il est trop gentil, super choupinounours, il avait permis aux sauvageons de passer de l'autre côté du mur pour venir s'abriter. Alors que normalement, en tant que membre de la garde de nuit, il est censé empêcher les sauvageons de passer de l'autre côté du mur. En fait, Jon Snow c'est un peu l'anti-Donald Trump. On est dans une série qui a quand même pour slogan Valar Morghulis, qui veut dire tous les hommes doivent mourir un jour, qui vient de passer 5 saisons à nous faire mourir tous les personnages principaux, mais qui en ramène un parce qu'une sorcière lui a coupé les cheveux et lui a fait prendre un bain. Et puis vous savez quoi? Ok, je suis pas hermétique à tout changement, je veux bien prendre un peu de recul et me dire que c'est la 6ème saison, la série a le droit de tenter de nouvelles choses. Mais on passe quand même les 2 premiers épisodes de la saison à montrer le corps de Jon Snow en gros plan, en mode oh là là c'est Jon Snow, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il est mort. Donc bon, je suis pas con moi, je me dis qu'obligatoirement si on me le montre comme ça à outrance, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ça rate pas, et du coup je suis déçu parce que je m'y attendais. Ils sont obligés de faire ça. Attends, quoi? Ce que je veux dire, c'est que dans les 5 saisons précédentes, ils nous ont montré qu'à partir du moment où un personnage meurt, il n'y a pas de point de retour. Du coup, ils sont obligés de nous donner des indices pour montrer que Jon Snow, il va revivre, il n'est pas vraiment mort. C'est pas les premiers à le faire. C'est comme dans The Dark Knight. Quand le commissaire Gordon meurt, il nous montre plein de scènes qui sont censées nous prouver qu'il est bien mort. Et le fait d'insister sur sa mort nous prépare à son retour. Et bien, c'est la même chose avec Jon Snow. Mais tu m'écoutes en fait? Mais bon, force est de constater que le retour de Jon Snow est un élément qui va avoir du sens narrativement au sein de la série et qui va porter plus ou moins la saison 6, notamment avec l'épisode 9. D'ailleurs, on va se focaliser principalement sur l'épisode 9 et sur l'épisode 10 qui sont pour moi les plus intéressants à analyser sous l'angle du fanservice. L'épisode 9 s'ouvre donc sur, je sais pas, la bataille de Minas Tirith. Enfin, c'est ça que ça ressemble. Pendant que Daenerys et Tyrion discutent dans la pyramide de la stratégie à suivre. Daenerys, comme d'habitude, veut tout faire cramer avec ses dragons, tandis que Tyrion a une autre idée, parce que lui, il a réfléchi. D'ailleurs, cette scène nous permet de nous rendre compte que Daenerys et Tyrion ont formé un excellent duo, puisqu'il y a des côtés de Daenerys qui est toute l'impulsivité et la force, et Tyrion qui est toute la réflexion et la stratégie. Chacun va donc apporter à l'autre ce qui lui manque. Enfin bref, pendant que j'expliquais l'épisode, Daenerys a tout fait cramer avec ses dragons. Oui, parce que du coup, elle l'a quand même fait, mais de manière réfléchie. Pendant ce temps, Tyrion fait buter 2 des 3 maîtres et leur pique leur navire. Du coup on passe à Jon Snow qui a plutôt bien récupéré de sa mort, franchement bien joué. Jon Snow est en fait là pour dire à Ramsay que demain matin il va arriver avec son armée pour lui péter son petit cul, cramer son château et violer sa femme. Ce à quoi Ramsay répond: je m'en bats les couilles mon gars, moi j'ai niqué ta sœur, ce qui énerve quand même vachement Jon Snow qui décide de rentrer à son camp pour savoir comment qu'ils vont faire la bagarre le lendemain matin. Et comme j'ai pas le temps de tout expliquer, retenez juste que Jon Snow décide de faire un mouvement spécial de bataille pour éviter qu'il se fasse prendre en tenaille. Sans ça dit à Jon Snow: ne fais pas ce que Ramsay veut que tu fasses. Du coup, il y a Sansa qui part parce qu'elle est super vénère. Et boum, ça y est, c'est le lendemain matin, c'est la bagarre. Il y a Jon Snow qui sort à cheval de son armée toute moisie, pendant que Ramsay Bolton de l'autre côté sort à cheval de son armée super trop géniale et qui traîne, devinez qui, Rickon, le frère de Jon Snow. Il lui dit: regarde là-bas de l'autre côté du champ, il y a Jon Snow ton frère, tu veux pas aller le rejoindre? Du coup, il y a Rickon qui court en ligne droite et qui se prend des flèches de... Non, attendez, mauvaise vidéo.
voilà c'est bon, et qui se prend des flèches de Ramsay Bolton, il meurt, il y a Jon Snow, il regarde Ramsay, il dit je m'en bats les couilles moi du plan, il attaque tout seul parce qu'il est super vénère. Don't do what he wants you to do. He wants you to make a mistake. Fuck this shit, I'm out. Fuck. Il y a Jon Snow qui nique absolument tout le plan de la bataille, il y a tout le monde qui se jette sur tout le monde, ça fait la bagarre par là, la bagarre par là, on a un plan séquence super classe sur Jon Snow qui se balade sur champ de bataille, et ensuite il y a Ramsay Bolton qui envoie le gros de ses troupes pour les prendre en tenaille, n'est-ce pas Jon Snow? It was at this moment Jackson knew. He fucked up. L'armée de Jon Snow se retrouve totalement encerclée par des gens avec des boucliers, des lances, et quand ils essaient de s'enfuir par l'autre côté sur l'amoncellement de cadavres de leurs amis, il y a des gens qui arrivent pour les tuer, et ensuite il y a Sansa qui arrive, oh mon dieu, avec des putains de cavaliers du Val, et Littlefinger qui a l'air extrêmement content, et il défonce absolument tout, et Jon Snow il est super content, Ramsay il fait la gueule, donc Jon Snow poursuit Ramsay Bolton jusqu'à Winterfell, Ramsay Bolton fait fermer les portes, et puis ils se disent, ah ils nous attaqueront pas, puisqu'en fait ils ont plus d'armée, sauf qu'en fait, plot twist, ils ont un putain de géant qui défonce la porte, ils arrivent à rentrer dans Winterfell, et là, combat singulier entre Jon Snow et Ramsay Bolton. Ah, c'est son père qui lui a appris à faire ça. Jon Snow il va défoncer la gueule de Ramsay Bolton, ensuite ils font tomber les bannières des Bolton de Winterfell pour mettre celle des Stark parce que putain, les Stark sont retour à Winterfell. Ensuite Sansa va voir Ramsay et le fait bouffer par ses propres chiens. Et c'est la fin de l'épisode. J'en profite d'ailleurs pour saluer la performance assez exceptionnelle de Sansa qui a réussi à se venger du mec qui l'a violé, tuer un méchant iconique de la série et gagner une bataille, tout ça en un seul épisode. Bah finalement, heureusement qu'elle est là parce que Sansa ils auraient perdu. Enfin bref, épisode 10. Alors, pour contraster avec l'épisode 9 qui était quand même extrêmement violent, l'épisode 10 va s'ouvrir tout en calme et en sobriété avec des très jolis plans accompagnés d'une musique de Ramin Djawadi. Il faut absolument que je vous parle de Ramin Djawadi. Ramin Djawadi est un compositeur de génie qui a notamment travaillé sur les musiques de Iron Man, Pacific Rim, Game of Thrones et plus récemment sur les musiques de Westworld. Mon dieu, Westworld. Ok, il faut que j'arrête absolument de faire des pubs pour absolument tous les trucs que j'aime, mais putain, Westworld, c'est une énorme claque dans votre tronche. C'est d'après moi une des meilleures séries, voire la meilleure série qui a été faite ces dernières années. C'est un espèce de mélange entre Black Mirror et Game of Thrones, et en plus il y a Anthony Hopkins qui est super badass parce qu'il a des têtes dans son bureau. C'est vraiment une très bonne série que je vous recommande avec un enthousiasme non dissimulé. Le procès est sur le point de commencer, mais visiblement Cersei n'en a strictement rien à battre et préfère rester chez elle et jouer à Pretty Woman en buvant du vin. Pendant ce temps, on suit le cousin moche de la saison 1 qui, comme il est devenu plutôt beau gosse, trouve ça légitime de monopoliser un peu de temps de l'épisode pour aller explorer les sous-sols. Ouais, je sens qu'il va pas faire long feu lui hein. Mais Nathalie Dormer, elle est pas con, elle se doute que quelque chose de bizarre est en train de se tramer puisque, comme de par hasard, tout le gratin de King's Landing est au septuaire, sauf Cersei et son fils. Philippe Poutou il lui dit fuck, on sortira pas de la salle, tout le monde reste ici, sauf qu'en fait, plot twist, sous le septuaire il y a du feu grégeois, il y a Cersei qui a mis des bougies dessus, ça explose, il y a tout le monde qui meurt, le grand moineau il prend feu, il y a des cloches qui partent de partout, il y a des murs qui se détruisent, ah. Suite à ça, Arya, qui est devenue une sans visage, mais en fait pas trop, mais en fait si, un petit peu mais pas trop beaucoup. Enfin bref, continue de tuer tout le monde et de venger sa famille grâce au super livre de recettes de Matt Mikkelsen, pendant que le dernier des Stark Boys encore en vie a des visions du passé avec son père jeune. Oh putain, c'est le meilleur show d'acteur que j'ai vu de toute ma vie. Va retrouver sa sœur dans la tour de joie qui a accouché d'un enfant qui, par la magie du montage, se révèle être... Pendant ce temps-là, dans l'avenir du futur, après s'être fait engueuler par une petite gamine de 10 ans, tous les bannerets des Stark jurent allégeance à Jon Snow qu'ils reconnaissent comme étant le vrai roi du Nord. Mais putain, pourquoi vous portez allégeance à Jon Snow? Il est pourri, le meilleur c'est Sansa. Et après que Sansa ait annoncé que l'hiver était là, A raven came from the citadel. A white raven. Winter is here. Daenerys part enfin pour Westeros, accompagnée par les Tyrell, les Martell et les Greyjoy qui l'ont accompagné dans sa quête de feu et de sang. Bon, je suis passé rapidement sur ces épisodes parce que j'imagine que tout le monde les a déjà vus. Ce qui va être vraiment intéressant maintenant, c'est d'analyser leur fonctionnement. Bon, tout d'abord, est-ce que oui ou non, on retrouve du fanservice dans... Oui. Bien sûr que oui, il y a du fanservice, c'est normal, c'est pas ce qui va nous intéresser. On demande aux productions de fournir quelque chose qui va plaire à un public, donc ils sont obligés de mettre du fanservice quelque part. Ce qui va nous intéresser en revanche, c'est que plutôt dans cette chronique, on a défini ce qui était le bon et le mauvais fanservice. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut légitimement repérer comme étant du fanservice à l'intérieur de cette saison? Je pense qu'en premier lieu, on peut citer le retour de Jon Snow, qui semble aller totalement à l'encontre des motifs de la série sur la gravité de la mort et son caractère irrévocable. On peut ensuite citer l'affrontement entre Jon Snow et Ramsay Bolton, qui sont deux personnages relativement iconiques de la série. Les voir se rencontrer et s'affronter va alors contenter les fans.
On peut d'ailleurs repérer que l'épisode 9, la bataille des bâtards, celui où Jon Snow et Ramsay Bolton s'affrontent, a été élu meilleur épisode de toute la série par les téléspectateurs. Enfin, le dernier point à soulever n'est pas un élément isolé mais plutôt une succession d'éléments qui va englober tout le triomphe des protagonistes et la défaite des antagonistes. En effet, dans les saisons précédentes de Game of Thrones, on assiste à une tendance à aller à l'encontre du fanservice, en faisant triompher les antagonistes qui commettent des mauvaises actions et à l'inverse, échouer les protagonistes qui sont aimés par les fans et qui commettent des bonnes actions. Mais la saison 6 va aller à l'inverse de ce processus avec une forte tendance à faire triompher les protagonistes qui vont réussir à mener à bien leur quête et à terrasser leurs ennemis pour la plupart. Mais vous savez quoi? Moi j'aime bien me prendre la tête. C'est alors intéressant de chercher les raisons qui ont poussé les showrunners à faire des choix narratifs dans cette saison qui sont si éloignés des codes habituels qu'on retrouve dans les autres saisons. La première étant que la série est proche de son terme. En effet, David Benioff et D.B. Weiss avaient annoncé et décidé que la série aurait entre 70 et 75 heures de diffusion. Au commencement de la saison 6, la série a déjà largement dépassé la moitié du temps qui lui était imparti. Il ne leur reste alors que plus ou moins 25 heures, soit approximativement 25 épisodes pour terminer la série. Game of Thrones a vocation à être quelque chose de relativement énorme, avec beaucoup d'intrigues qui s'entremêlent et beaucoup de personnages. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé George Martin à refuser l'offre de plusieurs studios qui voulaient adapter ses livres en film. La saison 6 se veut comme une saison de transition à la fin de la série, ce qui explique l'énorme élagage qui a lieu. Face au peu de temps qu'il reste pour terminer la série, les intrigues annexes et les personnages peu importants vont être évincés de la série pour laisser la place à l'intrigue principale et aux personnages principaux qui vont jouer un rôle prépondérant dans le final. Tous les choix qui ont été faits et qu'on avait analysés comme étant des éléments de fanservice sont alors pertinents, puisqu'ils ont un sens narratif dans le sens où ils vont faire avancer l'histoire et l'amener vers son terme. Même les éléments alors qui semblent aller à l'encontre de la dynamique interne de la série vont prendre sens, comme par exemple le retour de Jon Snow, qui certes est contestable mais qui va permettre de tuer Ramsay Bolton, de faire reprendre Winterfell par les Stark et de reconnaître Jon Snow comme le roi du Nord, ce qui va lui permettre notamment d'avoir une armée. Pareil pour le départ de Daenerys vers Westeros. Effectivement, c'est un truc qui est de l'ordre de l'énorme fanservice, on attendait ça depuis le début de la série, mais ça va quand même faire bouger les choses, ça va faire avancer l'histoire dans un sens. Dans cette dynamique de saison de transition, c'est d'ailleurs intéressant de voir comment la saison 1 et la saison 6 se répondent, comme si la saison 6 venait clore ce que la saison 1 avait mis en place. Le Winter is here prononcé par Sansa va venir actualiser la phrase des Stark qu'on entend depuis la saison 1, le Winter is coming. L'hiver n'est plus en train d'arriver, il est là. D'ailleurs, les titres d'épisodes montrent bien cette évolution. Le premier épisode de la saison 1 est appelé Winter is coming, tandis que le dernier épisode de la saison 10 est appelé Winds of Winter. Daenerys, Sansa et Cersei, qui étaient des femmes instrumentalisées dans la saison 1, vont devenir l'incarnation du pouvoir des femmes dans la saison 6, en devenant des personnages féminins forts capables de prendre des décisions et de mener des hommes à leur tour. On a dans le même temps le retour des Stark à Winterfell qu'il avait quitté depuis la saison 1 et le retour de Daenerys à Westeros, une chose qui lui est promise depuis la saison 1. Enfin, la scène d'allégeance des bannerets à Robb Stark dans la saison 1 est répétée pratiquement à l'identique dans la saison 6 avec Jon Snow. La saison 6 va venir former une sorte de boucle avec la saison 1, elle va venir clore ce qu'elle avait commencé pour revenir à une sorte de statu quo. Chaque personnage est à sa place pour commencer le final explosif. Et à côté de ça, la réalisation est toujours aussi bien, on a toujours des très jolis décors, des beaux éclairages, des super costumes, je veux dire, ça n'empiète pas sur le reste, donc en fait ça va. Je parlais plutôt dans la chronique du fait que la saison 6 était intéressante à analyser car elle ne suivait pas le déroulé des romans, étant donné que les romans ne sont pas terminés. Les showrunners ont dû donc se baser sur quelque chose d'autre que les romans pour pouvoir continuer la série, et c'est là qu'on assiste à un certain phénomène. En effet, la plupart des théories qui avaient été élaborées par les fans sur internet avant l'arrivée de la saison 6 se sont révélées être vraies dans la saison 6. Mais c'est peut-être pas exactement du fanservice. On peut voir deux aspects. On peut d'un côté supposer que ce soit effectivement du fanservice et que les showrunners soient allés piocher sur internet des théories pour les ajouter au scénario de la saison 6 et ainsi faire plaisir aux fans. Mais on peut aussi voir ça d'un autre côté, c'est ce que j'appelle la théorie Westworld. Mais avant, il faut que j'explique rapidement en quoi consiste Westworld. Donc Westworld est une série HBO dérivée d'un film scénarisé par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Ce qu'il s'est passé avec la saison 1 de Westworld, c'est qu'elle a été extrêmement médiatisée et plusieurs théories ont commencé à émerger et se sont révélées être vraies à la fin, ce qui a gâché le retournement de situation à plusieurs personnes. Pire encore, lorsque la saison 2 de Westworld a été confirmée et que Jonathan Nolan a commencé à l'écrire, il a dû recommencer plusieurs fois son scénario en s'apercevant que sur internet, les gens commençaient déjà à deviner les retournements de situation de la deuxième saison. La surmédiatisation de la série a fait que énormément de théories ont vu le jour et que du coup, dans le tas, il y en a quelques-unes qui se sont révélées être vraies. Ça a pu être exactement la même chose pour Game of Thrones, qui est une série 10 fois plus médiatisée que Westworld. Si on ajoute à ça le fait que les fans de Game of Thrones doivent uniquement faire de la fan-théorie, puisque la fanfiction est désapprouvée par George Martin, on est obligé à un moment de se heurter à une théorie qui va se révéler être vraie plus tard dans la série. Mais bon, ça n'exclut pas le fait que les scénaristes aient très bien pu aller chercher des théories sur internet pour les inclure à la saison 6. C'est juste une des théories possibles sur les théories. Attendez, on est en train de faire des théories sur les théories? Bah finalement ça va. Ouais, finalement ça va, parce que effectivement il y a énormément de fanservice, on va pas se le cacher, mais c'est une fanservice qui est utilisée de façon pertinente. Cette saison va permettre de relancer les enjeux pour les saisons qui arrivent et pour la série en général, pour avoir vraiment un final explosif, donc bah en fait ça va, on passe un bon moment devant, voilà. Pour finir sur une note un peu méta, j'aimerais attirer votre attention sur un dialogue en particulier qui, mon dieu, une fois qu'on a compris le sens, il devient extrêmement significatif. C'est le dialogue de l'épisode 9 entre la prêtresse rouge qui a ramené Jon Snow entre les morts et Jon Snow. Dans ce dialogue, Jon Snow demande à Melisandre de ne surtout pas le ramener à la vie si jamais il meurt pendant la bataille. Melisandre lui répond alors que ce n'est pas elle qui choisit, mais le Seigneur de la Lumière. C'est lui qui lui dit ce qu'elle doit faire et qui choisit si, oui ou non, elle va arriver à faire les choses. Jon Snow va alors se questionner sur les raisons de sa résurrectance en se demandant pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre et surtout pourquoi lui maintenant à ce moment-là.
Maybe you're only needed for this small part of his plan and nothing else. Maybe he brought you here to die again. What kind of cop would do something like that? The one we've got. Cette réponse est un moment méta en or. La volonté du Seigneur de la Lumière qui va décider si telle personne vit, telle personne meurt, qui est-ce qu'il va ramener et à quel moment il va donner le pouvoir à Melisandre de faire revenir les gens d'entre les morts. Représente à elle seule la volonté de la fanbase, de George Martin, des showrunners, des scénaristes, enfin bref de toutes les instances qui pourraient régir la série. Les instances qui peuvent décider si oui ou non tel personnage va mourir, les instances qui peuvent décider si oui ou non telle bataille va être gagnée par un tel va réussir à tuer l'autre, et ainsi de suite. Concrètement, on assiste à un personnage qui est en train de dire qu'elle peut réussir à faire des choses seulement quand une instance supérieure qui régirait le monde peut lui permettre de le faire. Si Jon Snow a été sauvé, si Jon Snow est revenu, c'est parce que certaines personnes ont voulu qu'il soit sauvé et ont délégué ce pouvoir à Mélisandre qui l'a interprété. Elle est une sorte d'interprète de la volonté de ceux qui régissent la série. Voilà. En vrai, ce dialogue est super cool parce qu'en quelques secondes, il arrive à proposer tout un discours réflexif sur l'ensemble des éléments de la saison. Et personnellement, ça m'éclate. Je trouve ça vachement cool. Essayez de le regarder comme ça et de comprendre toute la dimension symbolique qu'il y a derrière et c'est vachement cool, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais c'est pas pour autant que je cautionne le retour de Jon Snow. Donc en fait, t'es un mec qui vient chez les gens, qui range, qui met des posters sur les murs et qui parle de Game of Thrones dans la cuisine. Oui, je sais que ça semble totalement aberrant, mais j'ai besoin d'un endroit pour me poser quelques temps pour réfléchir à certains trucs. Écoute, je sais que ça a l'air totalement bizarre. Angela, je sais que ça a l'air totalement bizarre, mais j'ai vraiment besoin que tu me fasses confiance, même si on se connaît que depuis 2 minutes. Je sais pas. Imaginons que tu restes, qu'est-ce que tu pourrais faire du tout? Bah déjà, je fais le ménage dans l'appart. Quoi d'autre? Est-ce que t'es en train de me faire passer un entretien d'embauche? La vaisselle? Oh non, pas la vaisselle, je déteste ça. Si, la vaisselle. Ah. Bon, ok la vaisselle, mais j'utilise l'ordinateur 3 heures par jour. 1h30. 2h30 et je fais les poussières. Ok, mais tu fais les courses. Non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a exactement les mêmes montres. T'as une attention hyper volatile. Mais non, mais... Bon écoute, je vais y réfléchir et puis si tu veux, tu peux rester manger. Attends, tu sais quoi? Laisse-moi faire. Risotto de champignons et son parmesan. Où est-ce que t'as appris à cuisiner comme ça? C'est un psychiatre. Mais où est-ce que t'as trouvé tout ça? Bah, je l'ai pris chez ton voisin en fait. C'était ouvert et... Faut vraiment que t'arrêtes de rentrer chez les gens comme ça. J'ai le droit de rien faire. Je réfléchissais. Tu as besoin de quelqu'un pour t'héberger. Moi j'ai besoin de quelqu'un pour faire le ménage et la cuisine. Je t'héberge si tu me fais le ménage et la cuisine. C'est pas un peu sexiste ça? Pas du tout. Bon, ok. Moi je suis fatiguée, par contre je vais aller me coucher. En plus demain j'ai un partiel. Bon, par contre toi je sais pas comment tu vas faire pour dormir. Si tu veux, à la limite, j'ai une couverture à te prêter, mais pas plus. Non, mais c'est pas la peine. En fait, je dors pas. De quoi? Oui, mais c'est bon. Je vais me mettre à la fenêtre et je vais regarder la ville. J'aime bien les villes la nuit. Bon, bah de toute façon, laisse tomber mon gars, moi je cherche plus à comprendre. Hein. Bon, allez. T'es sûr que ça va aller? Tu veux pas une couette? Non, ça va, t'inquiète, je suis bien là. Bon, bah bonne nuit. Hein. Bonne nuit.
He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, cause they raping everybody out here. You don't have to come and confess, we're looking for you, we gon' find you, we gon' find you.